Day Trading, le podcast, bien définir son risque, deuxième partie. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Si vous écoutez les podcasts en rafale, vous venez probablement de terminer l'autre épisode. Nous, on poursuit, dans le fond, dans notre lancée sur la gestion du risque. Ce sont des réflexions toutes simples, qui peuvent paraître toutes simples, mais qui sont quand même capitales. Puis même, je dirais, c'est le genre de réflexion qu'on devrait avoir quotidiennement. Toujours garder ça en tête. Toujours essayer d'évoluer dans ça, d'essayer de mieux se comprendre, d'essayer de mieux comprendre peut-être même le monde des probabilités. Parce que au niveau statistique, les probabilités, c'est une science. Donc, on peut s'inspirer à gauche, à droite, un peu partout. Les gens qui aiment le poker, ça peut être inspirant aussi. Les gens qui aiment, dans le fond, tout ce qui est statistique, je pense que ça va nous aider à évoluer. Puis dans les derniers épisodes, on a mentionné que notre plus gros risque, c'est nous-mêmes. Donc, une bonne pratique de gestion du risque, c'est peut-être de travailler sur soi-même. Donc, plus on travaille sur soi, plus on apprend à mieux gérer nos affaires, nos émotions, plus on diminue notre risque. C'est quasiment une thérapie. On est gagnant automatiquement à faire cette thérapie-là. C'est quasiment la meilleure thérapie au monde, moi, je trouve, de se lancer dans le day trading. Je suis toujours en compagnie de François et Hugo. Bonjour, messieurs. Vous vous portez bien toujours aujourd'hui? Oui, pour moi, ça va très bien. Puis dans l'autre épisode, tu disais, je ne sais pas comment définir Hugo. On ne le connaît pas beaucoup, mais on l'a quand même rencontré. Rapidement, là, ceux qui connaissent, quand je le vois physiquement, là, il me fait penser à Dan Bilzerian. Je ne sais pas si j'ai magané son nom, mais pas de cheveux. Il est quand même en shape, une barbe fournie, mais pas de cheveux. Fait que ceux qui se demandent, Hugo, il ressemble à quoi, là? C'est un genre de Dan Bilzerian. Là. Je ne sais pas s'il est entouré de charmantes demoiselles comme lui, mais bon. Non, puis j'espère que ma femme n'écoutera pas ce podcast-là non plus avec non? comparaison. C'est seulement physiquement, là. L'intérieur, on ne sait pas. C'est sûrement un charmant monsieur Hugo. Mais oui, il est très charmant, là. Mais physiquement, vite, là, parce que nous autres, les auditeurs, ils nous entendent, mais nous, on se voit avec la caméra, puis c'est comme la première chose qui m'est venue à l'idée. Bon. Mais bon, c'est tout. Sinon, toi, Hugo, ça va bien? Oui, ça va déjà mieux même. Je vais prendre le crédit de Dan Bilzerian, qui est une personne charismatique. Donc oui, ça va super bien, merci. Puis un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, messieurs. Good. Mais comme type de personnalité, parce que moi, je te trouve, tu es très posé. Es-tu quelqu'un de plus flegmatique? Tu te décris comment, mettons, rapidement? Je dirais que j'ai mes moments. J'ai mes moments où est-ce que je crois que c'est le temps d'être sérieux, d'être calme, d'être focus. Puis il y a des moments où est-ce que c'est le temps de faire la fête, où est-ce que je peux faire preuve d'intensité. Là. OK. OK, on poursuit dans notre aventure, dans le fond, au niveau du risque. Là, on est rendu on va parler de discipline pour se protéger. Donc, ça, j'entends François dire ça. Une fois sur deux que je le vois, il y a le mot discipline qui sort. Automatique. On reste discipliné, les gars. On ne fait pas du faux mot ici, on est discipliné. Donc, ça, c'est. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Là. C'est là que ça se passe. C'est comme le supplice de la goutte, je crois. À force de leur dire à chaque jour, à chaque 2 secondes, à chaque jour, à chaque minute, à chaque heure, à un moment donné, ils vont comprendre. Mais bon. Fait que, mettons, Hugo, on a parlé dans notre épisode tout risquer ou y aller prudemment. On a comme tous été d'accord que la prudence était quand même idéale. As-tu un truc à nous donner? Mettons, la personne, elle veut y aller, mais elle ne sait pas trop encore. Est-ce que, le day trading, c'est peut-être pas la première chose qu'on fait, là. On se lance dans quoi avant de se lancer dans le day trading, dans le cheminement naturel, si on veut, là? Bien, dans la question, tu demandes c'est tout risqué ou y aller prudemment. Je suis quand même d'accord que quand on veut passer à un autre niveau, à un moment donné, il faut focus, puis il faut y aller all-in d'une certaine façon, mais ça se planifie, ça. Ça se planifie sur se donner du temps puis des délais raisonnables pour commencer, pour aller se mettre le pied dans l'eau, comme on parlait dans l'autre épisode, un peu en connaître sur sa personnalité, à savoir, est-ce que moi, je suis une personne qui aime ça avoir raison souvent? Est-ce que je suis une personne qui aime ça avoir des gros gains? Donc, premièrement, c'est de savoir un peu à qui on a affaire quand on day trade. On a parlé aussi de traiter ça comme une business. Ben, ça commence aussi par, je vais prendre l'exemple du compte de démo. Là. Si tu l'utilises puis
tu prends pas ça au sérieux parce que c'est un compte démo, mais déjà là, tu fais preuve d'un manque de discipline. Tu devrais traiter ça comme ton entreprise, comme ton propre capital. Tu devrais utiliser la chance que tu as de ne pas risquer ta propre argent pour en connaître plus sur toi. Donc déjà là, c'est une bonne étape là, de commencer dans le démo pour diminuer son risque et en apprendre sur soi. Puis après ça, dépendamment du style de trading que tu vas avoir, bien, combien de capital est-ce que ça va me prendre? Combien est-ce que ça va me prendre de capital pour avoir des gains qui valent la peine? Parce que si tu trades pour faire des 50$, c'est difficile avec les frais de pouvoir commencer à accumuler du capital avec les pertes et les frais. Ça va te prendre quand même un bon montant de base de capital pour que tes trades ils te permettent de continuer de grossir ton compte. Je dirais que ce serait les premières étapes là, d'en savoir un peu plus sur soi, d'utiliser le démo pour s'aider, puis après ça, de commencer à planifier le montant de capital que je vais avoir besoin pour trader, dépendamment j'ai plein d'anglicisme, je suis désolé, là, mais dépendamment le time frame de ton type de personnalité. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, démo, on entend souvent dire en démo, ça marche, puis là, je passe au live, puis ça marche plus. On entend souvent ça, tu sais. Mais le démo, comme tu l'as dit, ils ne l'ont pas traité comme un live parce que quand tu fais du démo, si tu ne considères pas le spread, si tu ne considères pas le slippage, si tu ne considères pas les frais qui viennent avec, toi, ça peut avoir l'air beau, mais juste ces frais-là, puis ces coûts-là, puis ces pertes-là peuvent faire en sorte que une stratégie qui est positive devient négative. Donc, la discipline ici, dans le démo, c'est de traiter comme un compte réel, là. Donc, ça demande un petit peu plus que simplement juste dire je rentre des chiffres dans Excel ou je me fais des petits dessins sur la charte. Il faut aller un petit peu plus loin, là. Donc, je pense que c'est important. Puis tu peux même aller, tu as parlé de démo, mais tu peux même aller en backtest, là. Tu peux aller dans le passé aussi. Parce que démo, c'est comme en temps réel, là, normalement. C'est comme si on était en train de trader live. Mais tu m'avais parlé l'autre jour de dire, si la personne n'est pas prête encore, le swing trading versus le day trading, le swing trading est plus facile. T'sais. Définitivement. Parce que tu as le temps, tu peux l'adapter à ta réalité. Tu as un travail, tu as des obligations, des responsabilités, puis même si tu n'en as pas, ça te permet quand même le temps de réagir quand tu vois ce qui se passe. Tu vas faire du swing trading, tu vas regarder en daily. C'est pas mal plus facile de comprendre ce qui se passe qu'en day trading quand tu vas être en 3 minutes ou en 5 minutes. Donc, je pense que ça augmente beaucoup les chances aux traders de réussir de commencer avec le swing trading. Puis souvent, on va remarquer que les gens qui font du swing trading vont peut-être trader des titres de meilleure qualité aussi là, que les gens qui vont day trader. Là. Donc encore là, quelqu'un qui a peut-être de la misère à couper ses pertes, on recommande fortement de le faire, mais quelqu'un qui l'échappe de temps en temps, il y a peut-être une chance que ça revienne en sa faveur puis qui tire quand même une leçon de ça, mais en ayant des titres de meilleure qualité, je pense que ça va moins vite. Tu as plus de chances que ça aille de ton bord là, versus ce qu'on a vu cette année dans les compagnies qui ne faisaient pas d'argent. Ouais. C'est ça. Puis, un autre point, dans le fond, on a parlé de travailler sur soi-même, on a parlé de ça, mais tu avais amené une réflexion de l'acquisition de savoir pour diminuer le risque. Donc, plus on en sait, mieux c'est. Mais, dans le fond, est-ce que tu avais questionné, tu as dit, est-ce qu'on est prêt à accepter, supposons que j'ai un capital raisonnable, là, mais est-ce que je suis prêt à accepter d'investir un pourcentage de mon capital pour m'éduquer? Ouais. Parce que ça fait partie de ton investissement, ça. Ça, tu m'avais exposé ça. C'est vrai, parce que, moi, quand j'ai commencé, là, je tradais les small caps, puis mes 3 premiers accounts, je les ai claqués. J'aimais ça, faire du short selling, puis j'avais de la misère à couper mes pertes quand j'avais tort, j'avais beaucoup d'ego, puis dans le fond, si j'avais mis ce capital-là dans de la formation, je serais probablement mieux préparé puis plus alerte à des signes qui étaient sous mes yeux que je ne voyais pas. Parce que mon idée, c'était si je paie une formation, je n'aurais pas ce capital-là pour faire de l'argent. Au final, mon intention, c'est de faire de l'argent avec mon capital et non me former. Donc, je pense que si tu es sérieux, puis tu ça comme une entreprise, de te former au départ, ça fait partie de ton investissement puis ça réduit ton risque. Mm-hmm. Des cours, il y en a des milliers, si ce n'est pas des millions. Là, c'est incroyable. Mais si vous prenez des bons cours, des cours sérieux, là, je vais plugger François. Comme François, quand je prends ses cours, j'ouvre mes oreilles, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mon esprit. Puis je ne sais pas c'est quoi le truc qui va me donner dans la journée qui va être le plus payant. On n'a aucune idée dans la journée ou dans le cours
c'est lequel truc qui va faire une différence. Mais après ça, il faut s'approprier ces choses-là. Mais ce que j'ai découvert aussi avec le temps, c'est que les cours, supposons le cours en ligne qu'on peut prendre avec François, on peut le réécouter, mais de réécouter le cours, puis avec un focus, là, pas en checkant du YouTube à côté puis en faisant d'autres choses ou de juste le laisser jouer en faisant d'autres choses. Donc, de réécouter, c'est incroyable. Puis chaque petite subtilité, moi, on rajoute une couche. Là. Donc, à chaque fois, notre risque diminue, notre compétence augmente. Donc, je trouve que c'est une belle approche. Merci de m'avoir plugué, mais moi, je vais faire mieux. Je vais plugger du gratuit. Le monde aime ça quand c'est gratuit. Et puis, c'est important. Tu sais, au début, comme Hugo dit, quelqu'un qui commence, il ne veut pas gaspiller des centaines ou des milliers de dollars pour une formation. Souvent, le monde sont plus autodidactes, puis ils disent, bien, ce 1000 $-là, exemple, je vais l'apprendre en transigeant. Mais tu sais, moi, qu'est-ce que je vais plugger, là? Je vais plugger la ressource, les liens utiles sur mon site web. C'est complètement gratuit. Il y a des heures de vidéos. J'ai un webinaire de 2 heures. Je parle de la base. C'est complètement gratuit. Il y a plein de ressources gratuites pour le Forex, l'investissement à long terme, les titres de qualité. Puis j'ai une petite section penny stock qui est vraiment petite. Mais bref, quelqu'un qui veut se former, moi, c'est ça que je plug. Aller pour le gratuit. Puis après ça, si on veut se payer un coach de hockey, un professionnel, c'est une bonne idée. Mais pour débuter, là, sur le site web, là, je dirais il y a à peu près une trentaine d'heures, là, une quarantaine d'heures de lecture, d'écoute. Donc après ça, on peut passer à une autre étape. Mais bref, allez sur le site web. Moi, je vais plugger ma section gratuite. C'est super bon. Puis c'est pas grave après ça. Là. Après ça, si le monde veut être autodidacte, il n'y a pas de problème, mais il faut commencer par la base, comme Hugo dit. Puis, tu sais, Hugo, il parlait des small cap, puis les penny stock. Tu sais, c'est peut-être pas la meilleure place pour débuter, mais souvent, je sais pas, moi aussi, je l'ai fait. Là, on l'a tout fait, mais tu sais, à force de répéter, un peu comme Hugo dit, peut-être c'est mieux d'y aller avec la qualité. Puis de la qualité, c'est pas nécessairement des titres à 200 $. Tu as des très bons titres de qualité à 20, 30 $ que je crois tout le monde peut se permettre de transiger ou d'investir. Donc, allez-y avec les gratuités, puis après ça, avec les payantes. Il faut y aller par étapes. 30 heures, c'est quand même vraiment, tu as du chemin à faire, c'est beau. Puis, tu sais, moi, il y a un petit truc que je peux donner, parce que moi, je suis un éternel étudiant, là, j'adore ça, mais tourbillon de la vie, responsabilité, on dirait que c'est facile à tasser. Il y a quand même, je me suis amusé à regarder ça dans le passé, mais il y a quand même un pas pire ratio de cours que je me suis payé, que je ne les ai pas finis, parce que, il y en a un autre. Là. J'ai quand même une grosse banque de trucs à étudier. Mais le truc que moi, je garde en tête, c'est que un petit peu à tous les jours. À la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour évoluer? As-tu fait quelque chose? Ah, j'ai rien fait. Bien, prends-les un petit shot, puis des fois, juste un 15 minutes par jour, ça fait une différence. Je vous donne un exemple qui n'a aucun rapport avec le trading, mais mon fils, à 9 ans, dans le fond, il voulait apprendre l'anglais. Il avait plus de difficultés à l'école au niveau de l'anglais. Puis là, est arrivé la pandémie, on s'est ramassé confinés. Puis là, il y a eu une discipline. Il s'est mis à aller sur une plateforme d'apprentissage de l'anglais, là, Duolingo, 15 minutes par jour seulement. Puis quand il est revenu à l'école après, là, il était meilleur que tout le monde. Il est presque 100%. Fait qu'il a réglé son anglais, mais c'était le fun, il l'a fait. Puis il y avait des challenges. Puis là, à un moment donné, on a perdu le fil, il était rendu, mais il était 79 jours en ligne sans manquer une fois. Puis ça naît de la discipline dans son apprentissage. Là. Le fait de dire, hey, est-ce que peut-être vous pourriez noter combien de jours en ligne j'ai mis mon 15 minutes? Parce que 5 minutes par jour, ça donne 30 heures au bout d'un an. Donc, le 30 heures de François là, qui parlait, c'est 5 minutes par jour. Donc, 15 minutes, ça fait 3 fois ça. Ça fait que c'est quand même c'est impressionnant. On peut prendre l'exemple aussi des gens qui veulent commencer à se mettre en forme, d'aller au gym. Des fois, ils vont avoir tendance à vouloir y aller all-in fort au début, puis ils vont finir par s'essouffler puis perdre l'habitude. Puis c'est prouvé que les gens qui y vont peut-être une demi-heure à la place de 2 heures, mais qui y vont 4 fois dans la semaine, ils t'offrent plus longtemps, puis ils vont plus longtemps. Là. Donc, ça revient un peu à ce que tu disais, de mettre en place la discipline, puis est-ce que tu y vas all-in ou tu trouves un rythme qui te permet de le faire plus longtemps? Mm-hmm. C'est vrai, c'est un bon truc. Là, je ne sais pas pour vous, les auditeurs, mais là, on a parlé, on parle du risque, mais on parle beaucoup de notre personne. Hein? Fait que ça, c'est quelque chose que moi, un jour, m'a surpris. Là. Tu dis comment ça,
Mais c'est vrai, c'est ça le plus important, c'est de travailler sur soi. Puis là, on s'en va un petit peu, on continue, on s'en va vers la psychologie. On a parlé tantôt qu'il fallait être un bon perdant avant de devenir un bon gagnant. Donc, il faut apprendre à accepter la perte, qui est un travail de tous les jours. Les bonnes journées, j'ai François en tête encore, mais parce que c'est mon modèle. Parce que moi aussi, je vis ces choses-là. Mais quand François il me dit « Ah, c'est une bonne journée, yeah. » Puis là, quand la journée, mettons, a été négative, à la fin de la journée, tu l'entends dans sa voix, dans sa façon de nommer, mais ça ne change absolument rien que le lendemain, il y a un reset qui est fait, il repart, puis il va viser, dans le fond, la profitabilité. Donc, François, je pense que c'est un maître à accepter la perte, que j'essaie de m'inspirer à accepter mieux mes pertes. Voulez-vous que je vous donne le truc? Oui. Jouer au golf. Okay. C'est aussi simple que ça. C'est dur de jouer au golf, mais c'est pas le but que de jouer au golf, c'est dur. C'est qu'à chaque trou, il faut faire un reset. Parce que pour ceux qui jouent au golf, vous allez comprendre, là, à chaque coup qu'on fait, si, exemple, on a un par 4, on a joué 9, bien, ça va nous rentrer dedans, là, puis on va dire, Colin, on n'a pas bien joué. Puis si le prochain trou, si on ne fait pas un reset mental dans notre tête, c'est qu'on va mal jouer le restant des autres trous. C'est la même chose avec le day trading. À chaque journée, il faut faire un reset. Mais c'est dur, je le sais que c'est dur. C'est dur. Ceux qui jouent au golf, là, c'est un combat de tous les jours. Mais c'est normal, là, quelqu'un qui joue 100 au golf, sur 100 coups qu'on va frapper, c'est sûr que peut-être 40 ce ne sera pas des bons. Mais c'est important de faire un reset. Donc, moi, c'est un sport que j'aimais beaucoup avant le trading, pendant le trading, puis surtout ces dernières années-là là, de day trading, ça nous permet de pratiquer une certaine discipline. J'imagine qu'il y a beaucoup d'autres sports là, qui est comparable, là, un peu comme Hugo parlait, là, ceux qui font de la musculation puis s'entraîner, c'est une discipline de tous les jours. Là. Moi, j'ai déjà essayé de m'entraîner, puis exactement comme Hugo a dit, on va y aller, on va mettre 2 heures par jour, puis gars, ça a duré 1 ou 2 mois, je me suis tanné. Là. Mon fils, il a commencé à s'entraîner, il va des périodes de 30-45 minutes, puis il va quasiment 2-3 fois par semaine. Donc, ça prend une certaine discipline. Fait que essayez de vous trouver un sport là, qui vous demande une certaine discipline, puis je crois que ça peut être... Parce que le trading, la psychologie est quand même assez important. Donc, si on est capable d'être discipliné via un sport, je crois que ça peut nous aider dans le day trading. Tu sais, encore là, les joueurs de poker, il y a beaucoup de joueurs de poker qui font du trading. Pourquoi? Parce qu'ils sont ultra disciplinés dans leur méthode. Comme on voit à la TV, là, quand les tournois de poker, on voit seulement les meilleures séquences. Là. Mais ceux qui jouent au poker, savez qu'on flop, on fold peut-être 98% du temps. Là. Puis des games, des tournois, ça peut durer 10-12 heures, mais nous, on voit seulement le 2 minutes qu'on voit la paire d'as ou la full house qui apparaît. Mais ces joueurs-là sont ultra disciplinés. Donc, ça peut être des bons candidats peut-être pour le trading, là, s'ils sont disciplinés. Fait que moi, au niveau psychologie, j'ai envie de référer les gens aux épisodes précédents parce que je me suis promené, mais on en a couvert quand même énormément. Là, on a l'épisode 3, les épisodes 12 à 15, puis les épisodes 28 à 31 qui traitent directement de ça. Fait qu'on ne passera pas trop de temps là-dessus, mais allez les revisiter là, si c'est le premier épisode que vous découvrez. Allez voir ça, puis vous allez voir, il y a beaucoup de matériel sur soi. On va continuer, dans le fond, avec, comme des règles de trading établies, là, qui sont comme normalisées. Là. Puis il y en a un, c'est comme le sweet spot, si on veut, au niveau du capital, qui est de 25 000 $. Pourquoi ce chiffre-là, Hugo? Ça vient d'où, ce chiffre-là? Je crois que ça vient des États-Unis parce qu'ils ont un per day trade rule où est-ce que si tu n'as pas 25 000, tu ne peux pas trader plus que 3 jours. Il y en a qui ont tendance à faire des swings à cause de ça. Arrête-moi si je me trompe, François. Là, ça fait un bout que j'ai pas lu sur la règle, là, mais il me semble que c'est ça, dans le fond, per day trade. Oui, c'est ça. Comme Hugo dit, c'est vrai qu'est-ce qu'il dit. Mais il y a beaucoup. C'est drôle que tu parles de ça. J'ai eu la discussion cette semaine. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a ça au Canada. On n'a pas cette règle-là au Canada, donc c'est peut-être... non, je ne dis pas que c'est pour ça que c'est plus populaire ici, là, mais il n'y a pas de règle minimum, puis on n'est pas régulé là-dessus là, pour le day trading au Canada. Donc, pas besoin d'avoir 25 000 $ dans le compte, puis vous pouvez faire autant de transactions que vous voulez. Là. On n'est pas limité comme aux États-Unis. C'est un petit peu plus sévère aux États-Unis. Pour une des rares fois où c'est le cas, parce que souvent, c'est plus l'inverse. Ben oui.
Pour une fois qu'on peut battre les Américains. C'est ça. Puis, tu sais, c'est aussi qu'il faut que... comme il l'a dit Hugo tantôt, il faut que ça vaille l'effort et la peine là, de faire ça. Là. Si tu cours après des 10$, mais ça peut être bon pour s'éduquer, là, courir après des 10$, mais si tu veux gagner des sommes, ben, le 2% du 25 000, ça donne 500$. C'est juste des chiffres, hein? La bourse, là, tu peux trancher pour 10$. Après ça, si ça va bien, tu rajoutes 2 zéros, fais-toi-en pas, le marché va le prendre, puis tu vas faire des trades à 1000$. Là. Donc, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Ensuite de ça, une autre règle, tu en as parlé un petit peu tantôt. Pourquoi tenir un journal? Là? Parce que tu as dit, on va constater nos forces, mais pourquoi Parce que tout le monde ici tient son journal rigoureusement. Là, tout le monde qui écoute en ce moment tient son journal avec rigueur et sans aucune paresse là-dedans. C'est un grand défi, je l'avoue pour moi. Pourquoi on tient ça, un journal, Hugo? Ben, je vais l'avouer que même pour moi aussi, là, je suis pas blanc comme neige, c'est un défi, puis ce serait un mensonge de dire que je manque pas une fois là, de faire mon journal, mais c'est parce que tu le vois en le regardant. Quand tu retournes dans ton historique, puis tu vas voir plus loin, quand ça fait 6 mois, 1 an que tu trades, va voir il y a 6 mois, qu'est-ce que tu as fait, puis tu vas avoir la tête plus fraîche, je peux dire. Là. Tu vas pas avoir la même approche que quand tu l'as enregistré, le trade, quand tu as fini ta journée. Tu vas regarder plus loin dans ce que tu as fait, tu vas regarder tes bons coups puis tes mauvais coups, puis tu vas te dire, écoute, comment ça j'ai fait ça? Voyons donc, j'ai fait cette erreur-là, c'est dommage niaiseux. Il y en a qui vont écrire leurs émotions aussi, il y en a qui vont détailler leur journal vraiment bien. Il y en a qui vont mettre juste les trades, mais juste de voir qu'est-ce que tu as fait, ça te permet de dire, OK, ben la prochaine fois, je ne ferai pas ça. Ou la prochaine fois, je vais focusser juste sur ça. C'est un bon point. Tu sais, le journal aussi, ils vont dire, l'application, le broker, il m'en fait un, mais le broker, il n'écrit pas s'il y avait une nouvelle économique. Il n'écrit pas si tu étais chicané avec ta blonde avant de trader. Il n'écrit pas si tu as fait une nuit blanche parce que tes enfants n'ont pas dormi. Ça, c'est intéressant aussi à mettre ça en place. Fait que si tu te rends compte effectivement qu'à chaque fois que ça ne marche pas dans ta vie, tu trades pareil, puis tu as un taux d'échec énorme, ben peut-être que là, ça va te permettre de dire, ben je vais me mettre à être discipliné, puis à ne pas trader. Là, on appelle ça s'asseoir sur ses mains, hein? On s'assoit sur ses mains. Oui, puis moi, mon journal, il m'a démontré que les journées où mes enfants sont en pédagogique, c'est pas mes meilleures performances. Donc maintenant, on prend des journées en famille à la place de trader quand c'est des pédagogiques. Ça coûte moins cher sortir en famille au cinéma, payer pour 4 avec le popcorn qu'une journée peut-être de trading des fois. Là. Puis c'est plus un meilleur investissement au niveau personnel là, dans ta vie, aussi, je pense aussi. Oui. Ensuite de ça, une autre chose qu'on lit souvent, si on veut ouvrir un compte de courtage, les pertes peuvent être plus grandes que votre dépôt. Parce que là, tu dis, on a un capital alloué, on a mis notre 25 000. Les pertes peuvent être plus grandes que votre dépôt. Pourquoi ils nous disent ça? Là? Parce qu'on a accès à la marge. Puis ça peut être assez élevé quand on se dirige vers le Forex puis la crypto, là, dépendamment des brokers. Les stocks, c'est un petit peu moins pire. Là. La moyenne, c'est autour de 3 à 4, là, mais la marge peut avoir beaucoup d'impact. Ça fait des gros gains, mais ça peut aussi faire des grosses pertes. Oui, c'est ça. Au Canada, la marge, ça peut être 30 fois ce que tu mets. Puis si tu sors du Canada puis tu t'aventures dans des courtiers non régulés, là, ce qui est très, très aventureux, ben, des fois, tu envoies des 500 pour 1. C'est capoté. Là, fait que quand il y a un 500 pour 1, s'il arrive un événement majeur, là, comme à un moment donné, il y a plusieurs années, la Suisse avait changé sa politique monétaire là, au niveau de comment ils suivaient l'euro, là, puis ça a fait un spike incroyable, mais là, tu peux te ruiner. Là. Fait que oui, il faut faire attention à ça. Ça fait partie du risque. Dernier point dans la liste, ce qu'on appelle le point d'abandon. Moi, ce que j'aime bien appeler le point de réajustement, ou en anglais, ils appellent ça le uncle point. C'est le point où on devient un petit peu un mononcle, puis on a peur. Donc, c'est jusqu'à où je suis prêt à aller au bat. Hein? Ça, c'est important, définir ça. Dire, oui, j'ai mon 25 000, mais je le clenche-tu au complet là, avant de réfléchir à ce que je fais? Ou à un moment donné, je dis, OK, ben si j'ai perdu 10 000, je prends une pause. Comment, je pense que c'est important de le définir. Je ne suis pas sûr que les gens l'ont défini non plus. C'est un peu en lien avec ce qu'on a dit plus tôt dans l'autre épisode aussi, de définir quel capital de mon bilan complet, là, de ma vie personnelle, mon bilan macro, quel capital je suis prêt à risquer, puis dans ces capitals-là, jusqu'à où je suis prêt à aller. Là? Est-ce que je suis prêt à risquer 20% de mon capital là, avant de me rendre compte que ce que je fais, c'est pas sur la bonne voie où je m'en vais?
Donc, ça va dépendre. Il n'y a pas un chiffre là, qui est celui-là qui doit être respecté. C'est vraiment, selon moi, dépendamment de la personne, dépendamment de son profil d'investisseur, puis jusqu'à où elle est capable de tolérer ça. Parce qu'il y a des gens qui, après une certaine perte, pour eux, ça va être trop pour revenir. Ça va les affecter, puis ils vont revenir à chaque fois toujours en pensant à faut pas que j'en perde plus que ça, faut pas que j'en perde plus. Donc, ça pourrait valoir la peine de le définir avant. Ça va nous aider à prendre les meilleures positions après. Oui. Puis quand on se fait un plan, le point le plus important d'un plan, c'est le respecter. Exact. C'est pas toujours facile de respecter son plan. Mais je suis d'accord avec toi de définir. Dans les backtests que j'ai faits, il y en a des backtests que j'avais un drawdown. Mon capital baissait de moitié avant de remonter, mais j'avais des super beaux rendements, comme les trends, les chasseurs de tendance, là, les turtles, eux autres, c'est dans les approches les plus rentables à long terme, mais quand tu lis, tu t'attardes, tu te rends compte que des fois, ils ont des années négatives. Fait que une année sur deux est négative, mais l'autre année est super rentable. Mais pendant l'année que tu vis tout seul, négatif, il faut que tu sois fait fort en tabarouette là, si tu manges la moitié de ton capital. Donc oui, je suis d'accord à bien définir ça. Ben oui, puis des fois, là, on a mis le sujet. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent, mais je crois que ça arrive souvent que les gens découvrent leur point d'abandon après l'avoir traversé. Ouais. C'est ça qui fait que les gens se retirent du marché. Autant dans l'investissement, là, des années de correction, là, des bonnes corrections, là, comme 2000, 2008, 2022, c'est là où les gens, après ça, ils vont dire « Ah, moi, j'ai mis de l'argent en bourse, j'ai perdu du temps en bourse. Moi, la bourse, je trouve ça trop risqué. » Parce qu'ils ont traversé, dans le fond, ce point d'abandon-là là, qui n'avait pas prédéfini au départ. On le voit présentement dans la crypto-monnaie, là. Il y a eu beaucoup de monde qui était excité. Puis là, ça jase moins fort sur les réseaux sociaux. Là, ça liche leurs pattes, là, puis ça liche leur plaie. Là. Puis je ne sais pas si c'est dans le podcast, je n'ai parlé, mais mon fils avait mis 20 pas sur le Bitcoin, je crois, sur l'Ethereum, avec ma carte de crédit. J'espère que je ne me suis pas fait frauder, je n'ai pas vérifié. Mais bon, il a mis 20 là-dessus, puis il suivait beaucoup un bout de temps. Puis là, depuis quelques mois, il ne suit plus. Il a comme abandonné. Je sais pas pourquoi. Fait que bref, c'est ça. Comme Hugo dit, on donne l'exemple de la crypto, mais c'est la même chose pour le Forex ou les stocks. Là. Le monde se rend compte qu'il abandonne, mais il aurait dû abandonner peut-être un peu avant. Là, ou peut-être, je reviens à la formation, là, se former, que ce soit la crypto, les stocks, le Forex, n'importe quoi. Peut-être un petit peu, c'est quand même important peut-être de s'éduquer avant. Là. Mais bon, mettre 20 en crypto-monnaie, je parle personnellement pour mes enfants, ça a été une belle expérience, je crois, pour se rendre compte que c'est pas aussi facile que tu achètes puis ça monte. Là, fait qu'après ça, si la crypto remonte, c'est sûr, comme des vers de terre. Hein, on lève une roche, là, ça va tout revenir. Puis mes enfants vont dire « Hey, papa. » Puis là, je vais faire comme tout le monde. Je vais écrire sur les sites de crypto comment je fais pour aller récupérer mon argent que j'ai mis. Donc, je sais pas, peut-être dans 10 ans, mon 20 Ethereum va valoir 100 000 $. Mais bref, je vais essayer de, comme Hugo dit, au lieu d'abandonner après, là, je vais peut-être prendre l'avance. Je vais essayer de retrouver mes codes, mots de passe puis mes accès avant que ça arrive. Bon. Fait qu'écoutez, en 2 épisodes comme ça, je considère qu'on s'est quand même juste trempé l'orteil. On touche à peine parce que là, ça mérite de creuser. Est-ce que vous aimeriez, je commencerai peut-être par Hugo, donner un petit mot de la fin là, en conclusion pour inspirer les gens? Mais je vais y aller simple avec ce qui me vient à l'esprit rapidement comme ça. Connaître son risque, c'est prendre des meilleurs risques. C'est une parole de sagesse. Oui, c'est une parole de sagesse. On aime ça. La sagesse, c'est ça va chercher les maximes de. C'est ça. Il est comme, je trouve qu'il y a quand même une coche au-dessus là, dans la sagesse, cette petite phrase-là. Puis toi, François, as-tu un mot de la fin pour nous? Mot de la fin, ça va se résumer, parce que là, on parle de risque. Moi, je vous dis, je reviens avec le mot, puis c'est fatigant, mais je vais vous avoir à l'usure, la discipline. Si vous êtes discipliné, ça vous réduit beaucoup, beaucoup votre risque. Ça s'applique surtout pour le day trading, mais même l'investissement. Et puis, pour faire suite, là, pour ne pas arriver, comme Hugo dit, d'abandonner après les faits,
avant de se rendre là, peut-être un peu s'éduquer là, financièrement, et s'éduquer via les sites web, prendre de la formation ou y aller avec tous les outils gratuits qu'on a. Puis ça va réduire votre risque. Puis vous avez, d'après moi, là, vous avez 100% de chance d'augmenter votre taux de réussite. Je ne dis pas que vous allez réussir à 100%, mais je crois que vous augmentez vos chances de 100% de réussite. C'est ça le point que François vient d'apporter. Tu sais, ça a l'air... on a parlé beaucoup du risque, là, ça a l'air très risqué, mais l'intention, c'était d'aider les gens à pouvoir continuer de trader puis de pouvoir se donner une chance de réussir à long terme. C'était ça l'idée de la discussion. Moi, j'étais dans mon premier séminaire que j'ai suivi de trading, puis l'enseignant, il parlait beaucoup pour pas perdre. Tu veux pas perdre, on protège. Puis là, il y avait un participant, il dit, oui, mais vous parlez toujours de ne pas perdre de l'argent. Il dit, moi, je veux en faire, tu sais. C'est comme, effectivement, on veut en faire, mais il faut aussi ne pas la perdre. Avant d'aller, moi, dans mon mot de la fin, ben, on fait ça rarement, puis on va se mettre à le faire un petit peu plus, c'est qu'on veut vous demander, chers auditeurs, votre aide, pour nous aider à aller toucher encore plus de monde. Donc, on va vous inviter, si vous voulez suivre les podcasts, peut être avisés au moment où ça sort, de vous abonner, de les partager. S'il y a des gens que vous pensez que ça peut leur être utile, qu'ils soient day traders ou non, si vous écoutez des épisodes, vous le savez que ça s'applique à plein de sphères dans la vie. Donc, si vous pouvez cliquer sur le petit bouton j'aime, liker, partager, bien, ça va nous permettre, dans le fond, de grandir puis d'aller toucher plus de gens. Puis ça va nous motiver à aller chercher encore plus de sujets, bien qu'on en a plusieurs en banque. Moi, en conclusion, bien, je reviens sur l'idée, prenez du temps régulièrement. Ça peut être un petit peu à chaque jour, 2 fois par jour un petit peu pour réfléchir, étudier, de développer votre relation avec le risque, puis vos habitudes, puis votre discipline. Donc, de prendre du temps à se regarder sans se mentir, sans jouer de game. C'est comme ça, moi, que je l'exprimerais. Dans le trading et l'investissement, puis dans tous les aspects de la vie, là, si vous faites ça, ça va vous être utile. Parce que le risque, il n'y en a pas juste dans le trading, il y en a partout. Vous m'en donnerez des nouvelles là, si ça vous apporte quelque chose. Je termine avec ma maxime. La gestion du risque sur le court terme comme sur le long terme représente le nerf de la guerre pour le trader qui veut protéger ses acquis tout en continuant d'avancer. Bon trading à tous.